bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va être un point lecture. Et bonne nouvelle, je vais vous présenter 4 livres et sur les 4 livres, ce sont 4 bonnes lectures. En plus, ce sont des lectures très différentes puisque vous avez de la SF positive, un classique, un nouveau roman contemporain qui vient juste de sortir et qui est historique et c'est quoi le quatrième? Ah, un polar. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts et que du bon. Et on va commencer tout de suite par un classique de la littérature que j'ai eu le plaisir de lire en lecture commune avec Rochelle. Il s'agit de Thérèse et Isabelle de Violette le Duc. Ce texte est assez court, c'est vraiment un roman qui se lit très vite. Alors très vite par sa taille, pas par la densité de la langue. Par contre, au niveau densité de la langue, on est plutôt sur quelque chose de très écrit. Alors, ce texte a longtemps été censuré. Violette le Duc, lorsqu'elle a écrit, elle était soutenue par Simone de Beauvoir, elle était soutenue par certaines écrivaines, mais dans l'ensemble, majoritairement, le milieu littéraire étant très masculin, son texte a été censuré, a été rejeté, elle a eu des difficultés pour le faire publier, et elle a dû le remanier plein de fois, et je crois que c'est pas avant les années 2000 qu'on a eu l'intégrité du texte. Avant, il manquait toujours des bouts. Et alors pourquoi toute cette charge contre ce texte? C'est simple, c'est un texte déjà qui est très cru, qui est très sexuel, et surtout qui raconte une histoire, une relation entre deux filles. Donc autant vous dire que là, on a des problèmes. Au niveau du style d'abord, on est vraiment sur un texte très travaillé, un phrasé très poétique, une langue en même temps très douce et très forte, très descriptive, et en même temps très métaphorique, très subtile parfois. Le nombre de métaphores qu'il y a dans ce texte, c'est absolument incroyable. Elle a l'art et la manière de nous décrire des choses très sexuelles sans jamais rien nommer, à part en feintant et en trouvant tout un tas de comparaisons et de métaphores qui sont hyper riches. Donc au niveau de la langue, c'est extrêmement impressionnant et très intéressant. Et il est vrai que les descriptions de la relation entre ces deux jeunes filles, même si elle est très évocatrice, elle est aussi parfois très crue. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a choqué. Alors, on peut se demander aujourd'hui pourquoi ça a choqué, puisqu'à l'époque, il y avait déjà des écrits homosexuels, mais qui représentaient des hommes. On passe à Georges-Genet, mais il y en a eu d'autres. Mais par contre, pour les femmes, c'était niette. Je ne sais pas si vous remarquez qu'à tel point, il y a toujours un décalage, c'est-à-dire que les hommes, même lorsqu'ils transgressent une règle, et c'est vrai que parler d'homosexualité, ça a souvent été un problème, bien là, comme là, lorsqu'ils arrivent à transgresser la règle, les femmes, elles arrivent toujours après. Nous, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Charmant. Donc à travers ce livre, on découvre deux personnalités, Thérèse et Isabelle. Elles ont deux approches de la vie. Il y en a une qui est très dirigiste, l'autre qui est aventureuse, mais qui va au moins oser faire. Donc Isabelle est plutôt du genre à dire ce qu'il faut faire. Voilà, on y va, on va aller là, on va faire ça. Et Thérèse se laisse faire, et Thérèse a moins d'influence sur Isabelle que l'inverse. Ça reste pas qu'une histoire de relation sexuelle, c'est aussi une sorte d'histoire d'amour, d'initiation très douce, très belle. C'est un livre hybride qui est à cheval sur plein de focus différents, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et à la lecture, au-delà même de la thématique, que la thématique de toute façon aurait bloqué pour être censurée, mais j'ai compris aussi pourquoi la langue avait choqué. C'est vraiment une langue étonnante. La langue est érotique en fait. Et ça c'est incroyable. J'ai rarement lu ça. Zola arrive à faire ça, notamment dans La Curée avec une scène d'amour entre Maxime et René qui est absolument incroyable. Mais c'est pas très souvent. Et sans que ce soit vulgaire, on s'entend, tout en restant extrêmement poétique. Et là c'est le cas. Et c'était si joli. Et il est dommage qu'aucun éditeur à l'époque n'ait su voir au-delà du sujet la beauté du texte, la beauté de la langue et cette envie de partage, de découverte du corps. C'est si beau. Et vraiment, je trouve ça... En plus, je crois que Violette le Duc, elle n'a jamais eu la chance de voir le succès de son livre. Elle se sentait très mal, elle se sentait très laide, elle se sentait rejetée par la société. Et
et elle n'aura jamais eu l'opportunité de voir que son texte un jour a fini par être reconnu à sa juste valeur et que ses écrits aujourd'hui ne passent plus inaperçus, même si à mon avis c'est toujours pas aussi lu que ça devrait être. Si j'avais un point négatif, moi à titre personnel, j'ai pas aimé la fin. Une fin qui nous est un peu jetée à la figure en 2 phrases, mais vraiment c'est 2 phrases. Et ça m'a bouleversée parce que j'étais dans ma lancée. Alors du fait que c'est très court, ça se lit vite. Voilà, mais vraiment j'étais dans cette dynamique, dans ce mouvement. Et c'est comme s'il y avait un couperet qui était tombé et j'ai fait ah mais non. Et ça m'a vraiment bouleversée. Je me suis même presque dit mais en fait elle n'a pas terminé d'écrire en fait. Elle n'a pas pu choisir de s'arrêter là. Elle l'a pas terminé. Donc voilà, donc j'ai pas trop aimé la fin. C'est ce que j'avais dit à Rochelle. Voilà, en gros, ce que j'ai ressenti à la lecture de Thérèse et Isabelle. Je vous invite vraiment à le lire. Il est très très court, il se lit très facilement. Et c'est vraiment la découverte d'une époque, d'une langue. Voilà, super chouette. Ensuite, je vais vous parler d'un polar. Il s'agit de L'île des âmes de... Oh, je ne retiens pas son prénom. Pier Giorgio Puglisi. Donc il est italien. Il est de la région où il situe ses actions. Donc il maîtrise bien le sujet dont il parle. Et il passe des polars. Alors il faut savoir que cet auteur est un auteur très prolixe italien. Il a déjà écrit genre 25 romans. Il n'avait jamais été traduit. L'île des âmes est le premier roman qui a été traduit en français. Et il y en a eu un autre qui est sorti là il n'y a pas longtemps que je vais lire du coup. Parce que l'île des âmes m'a beaucoup plu. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, de quoi ça parle? Donc c'est du pur polar. Nous allons suivre... alors ça démarre sur quelque chose de très violent. Une jeune fille qui est assassinée dans des circonstances... voilà, pas terrible. Oh putain, j'ai pas mis le micro. Bon, bonne grosse crétine, j'avais oublié de mettre le micro. J'ai pas le courage de refaire le morceau que j'ai fait. Je vais continuer comme ça, et en espérant que le son sera pas trop mauvais. Vraiment désolée. En plus, je sais plus ce que je disais, j'étais sur l'île des âmes. Oui, donc voilà, une jeune femme qui est tuée dans des circonstances très difficiles, très compliquées. Et on va avoir un duo d'enquêtrices qui déboule là pour des raisons difficiles. Elles ont toutes les deux, pour des raisons X ou Y que je vous dévoile pas ici, été rejetées de la police et on les a mis au placard. Tout simplement, elles sont mises au placard et on va les forcer à travailler ensemble. Alors déjà, ça les plaît pas parce qu'elles leur plaît pas parce qu'elles n'ont pas du tout des personnalités qui accrochent. Elles sont vraiment très différentes. Il y en a une qui est très féminine, qui est l'exubérance même, qui a des cheveux comme ça, qui a des seins comme ça, qui s'habille, qui est hyper toilettée, qui a tout le temps des super vêtements, des bijoux, des machins. Enfin vraiment, elle est maquillée. Elle sort jamais sans tout l'attirail de sa féminité, enfin de ce qui correspond à sa féminité à elle. Et en face, vous avez plutôt le style gothique, donc cheveux teints noirs, vêtements noirs, Doc Martens. Rien que le style, déjà, ça claque. Il y en a une qui est très grande, très pulpeuse, l'autre qui est petite et maigre. Donc, et puis toutes les deux, quand même, elles sont un petit peu punchy, donc elles s'envoient quand même des petites phrases à la tête. Et voilà, donc évidemment, ce duo finira par s'entendre et s'apprécier. C'est pour vraiment le suspense là-dessus. Hein. Là-dessus, c'est assez banal et classique. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est de leurs deux personnalités. Et donc, elles vont se retrouver face à ce meurtre qui est intégré dans un cas de cold case. Et ça tombe bien parce que comme on ne savait pas quoi en foutre ces deux gonzesses, on les a mis sur les dossiers classés. Et elles doivent élucider des vieux meurtres et elles vont se retrouver à essayer d'élucider celui-ci. Voilà, et donc elles vont mener cette enquête qui est en même temps un peu contemporaine, mais surtout liée à des dossiers très anciens. Donc l'enquête en elle-même se situe très exactement en Sardaigne, dans... Oh, j'ai pas retenu le nom de la région, pardon. Barbagia. Donc c'est une région très reculée de la Sardaigne, très montagneuse, où on sent que... voilà, hein, il y a des mafias, il y a des choses un peu lourdes. On sent que c'est un pays qui ne doit pas être facile à vivre, un peu hostile. Et voilà, et les descriptions de l'auteur sont extrêmement évocatrices, très fortes. C'est une des forces de ce roman, c'est la façon qu'il a de décrire son pays. Ça donne juste envie d'aller en Sardaigne, hein. C'est vraiment très très beau, et ça, j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Et à l'image des romans dont je vous avais parlé de Léonard...
j'ai mangé son prénom, Dere Kondo, avec son personnage d'Amaya Salazar dans la trilogie du Basse-Temps. Vous aviez le folklore mythologique qui était mêlé au roman, et bien là c'est pareil. Vous allez avoir le folklore mythologique, mais de la Sardaigne, mêlé au roman, avec aussi des actions qui se situent sur un site paléolithique, pardon. Donc vous avez voilà tout ce côté historique très ancien, le côté folklore mythe, le côté contemporain, et ces différentes strates des histoires se superposent, et le récit du coup est très très riche. Un des personnages totalement secondaires mais omniprésent qui est là, qui plane, c'est le personnage de Mère, avec un grand M, c'est-à-dire la mère nature, la mère déesse, qui plane et qui est tantôt aidante et tantôt dangereuse. Il faut la satisfaire, et voilà, vous avez ce personnage très effrayant qui est là au-dessus. C'est hyper bien fait, j'ai trouvé. Une des richesses aussi de ce roman, c'est en même temps toutes les évocations sensorielles, le goût, l'odorat, la vue, tout ça, l'ouïe. On sent qu'il y a plein de choses qui se passent et que tous nos sens sont interpellés à un moment ou à un autre. Et surtout, vous avez des passages avec régulièrement un dialecte local que tout le monde parle. Et ce qui est rigolo, c'est que la flic locale, elle le parle, l'autre ne le parle pas. Et donc, il y a un décalage. L'une est chez elle, l'autre pas. Et chaque fois qu'il y en a une qui veut évincer l'autre, elle parle dans une langue qu'elle ne comprend pas. Donc voilà, il y a tout un jeu autour de la langue aussi qui est très intéressant et qui démontre à quel point le patois et les dialectes sont encore hyper importants et hyper présents en Sardaigne et en Italie. La construction est très maîtrisée. Vous avez une alternance de passages entre des passages très descriptifs, très naturels, assez lents. Et puis vous avez des passages d'action pure, où là on est dans l'enquête, et ça va vite, et il se passe des choses, et on découvre des choses, et on avance, et ça rend le roman très page-turner. Alors, on peut ne pas aimer, mais ça a le mérite d'être très efficace, et du coup, addictif et très agréable à lire. La limite que j'ai trouvée personnellement, c'est que vers la fin, on arrive à une espèce de crescendo, là ça monte, et quand l'action arrive à son terme, j'ai trouvé que ça devenait un petit peu trop rocambolesque, un peu trop, j'allais dire, film à l'américaine. C'est con parce que le roman n'a pas cette ambiance du tout. Le roman est tellement comme les polars espagnols dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment très italien, ça a toute cette beauté, tout ce charme. Mais voilà, la fin est un petit peu grandiloquente. Et je pense que c'est le point faible du film, vous voyez, du livre, avec une fin qui n'est pas, à mon sens, tout à fait aboutie. Voilà, donc petit regret pour la fin, mais pas du tout un regret de lecture. Vraiment, je vais lire son autre roman, son autre roman traduit, parce que j'ai trouvé quelque chose que j'aimais beaucoup. Et enfin, pour vous donner envie, je vous rajouterai juste que les deux enquêtrices sont très attachantes, très différentes, mais très attachantes l'une et l'autre. Et le duo qui fonctionne pas toujours très bien, un peu sur trois pattes, n'en reste pas moins très efficace, et leur personnalité, la richesse, elles sont quand même très construites. Une est un petit peu plus construite que l'autre, mais ça reste hyper riche, et j'ai trouvé que mettre ces deux femmes en avant, c'était intéressant. Alors, il m'a semblé voir sur Elect, sur notre site de livres, que il y a même marqué la rencontre entre les deux enquêtrices, donc je suppose qu'il a dû en écrire d'autres avec ces deux enquêtrices, ce qui serait cool parce que c'est un duo qui fonctionne, et puis mettre deux femmes flics en avant, moi, ça me va. Et on enchaîne avec ma lecture commune avec Elsa Zaza dans le métro, puisque nous avons lu ensemble Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. En préambule, je vais vous lire une phrase, c'est celle qu'on trouve, je crois, sur la 4e de couverture. « Nous n'avons rien trouvé que vous pourrez vendre. Nous n'avons rien trouvé d'utile. Nous n'avons trouvé aucune planète qu'on puisse coloniser facilement ou sans dilemme moral, si c'est un but important. Nous n'avons rien satisfait que la curiosité, rien gagné que du savoir. » Voilà, donc ça pourrait être une définition de ce qu'est la SF positive, à savoir tout le contraire de ce qu'on connaît. Donc nous ne sommes pas des colons,
mais des scientifiques qui découvrons des planètes. Nous ne sommes pas des gros bourrins qui atterrissons et écrasons tout sous nos pieds. Pas du tout. On réfléchit où se poser, on réfléchit où mettre les pieds. Nous ne sommes pas des espèces de scientifiques à la noix qui arrachons des plantes, mettons des animaux en cage pour pouvoir les étudier, les disséquer. Pas du tout. On respecte la faune et la flore, on la regarde évoluer et vivre. Et c'est tellement différent de ce qu'on peut connaître. Moi, ça m'a scotché. Alors, on va suivre un groupe de 4 astronautes, 2 hommes et 2 femmes, partis à la recherche de planètes potentiellement vivables, dans l'espoir de pouvoir exporter une partie de l'humanité. Et on va les regarder passer, je pense qu'ils vont sur 3 ou 4 planètes d'affilée. Alors vous avez la description de leur réveil, vous avez la description des voyages, la description des atterrissages, la description de la découverte, vous avez une planète qui est extrêmement hostile, voilà, vous avez toutes ces descriptions-là, et on suit leur vie, leurs pensées, et c'est absolument étonnant. Dans Le Monde, il y a une journaliste qui a écrit « Écrire de la SF positive, c'est regarder les injustices dans les yeux et continuer de croire qu'on va les vaincre. » Je trouve ça hyper beau. Donc comme vous l'avez compris, j'ai été convaincue par ma lecture, mais pourtant, pour être honnête, au début, j'étais perplexe. Quand Elsa m'a dit « Ok, on lance le truc », j'ai pris le livre, j'ai commencé à le lire, j'ai fait « Mais ça me plaît pas du tout ». J'ai dit « Je me suis fait m'ennuyer ». C'était ultra scientifique, j'ai trouvé la langue... Je sais pas, ça ne me convenait pas, je trouvais ça extrêmement scientifique. Alors c'est intéressant, mais au bout d'un moment, j'étais là, bah d'accord, mais enfin si je veux lire un livre de vulgarisation scientifique, je vais prendre un doc, je prends pas un roman. Et je me souviens d'avoir écrit un message à Elsa en lui disant « Oh, je m'ennuie ». J'ai dit « T'as commencé à me dire non ». J'ai dit « Oh, écoute, je m'ennuie ». Et donc du coup, elle attaque sa lecture et elle me renvoie un message en me disant « Ouais, t'as raison, c'est un peu ennuyeux ». Bon, on continue. Et là, il y a un truc qui se déclenche. Et là, c'est trop bien. Donc, outre le fait que j'ai apprécié d'être dans un monde positif, d'être dans un monde bienveillant, avec des gens qui ont des pensées saines, où il n'y a pas de grands vilains méchants, où tout le monde est gentil, waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien de lire, de découvrir un univers où il y a de l'espoir, où tout n'est pas complètement merdique, où vous pouvez vous attacher aux personnages et pas vous dire à toutes les pages qu'ils allaient se faire zigouiller parce qu'ils sont trop gentils. Non, ça c'est vraiment très agréable. Mais ce que j'ai le plus apprécié et qui m'a le plus scotché, c'est l'état d'esprit des personnages. On est dans la tête d'une des femmes et on a quand même vachement d'interaction avec les 3 autres. Et leur façon d'être et de vivre est incroyable. Ils sont hyper respectueux les uns des autres. Il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. Il y a un chef, une chef en l'occurrence, c'est une des femmes. Il y a une organisation, on la respecte, on suit les protocoles. Quand il y a un cafouillage, le chef dit que ça ne va pas. Voilà, that's life. Enfin, c'est incroyable de voir à quel point ces gens étaient bien construits. Les 4 personnages sont sains. Mais je ne me souviens pas d'avoir lu un roman où tous les personnages étaient sains. Où tous les personnages, on n'était pas en train de se dire « Oh là là, ah bah lui il est bien tordu, ah bah lui il est bien barré, ah bah lui ça... » Ou alors bah il va finir dans une boîte coupée en morceaux. Incroyable, mais vraiment extrêmement perturbant. Et oui, quand on arrive à te dire que de lire un livre où tous les personnages sont normaux et sains, c'est perturbant. Et puis une des causes, alors je ne sais pas si c'est une des causes que défend Becky Chambers, mais je suppose que oui, c'est le respect de l'animal, le respect du règne animal. C'est incroyable. Il y a des phrases entières sur attention quand je pose le pied, je ne peux pas, voilà, machin bidule. Et à un moment donné, ils sont agressés par un tas de bestioles qui sont vraiment pas sympathiques. Et ils veulent pas redécoller parce que s'ils redécollent, les bêtes qui se sont accrochées à la carlingue vont tomber et se tuer. Et on en est là quand même. Tuer un animal, ça a à peu près dans leur tête les mêmes conséquences, la même déflagration que tuer un humain. Et c'est hyper impressionnant. Je pense que j'ai dit incroyable, impressionnant 10 fois, hein, mais c'est... Ben, c'est scotchant, quoi. Et d'ailleurs, lorsqu'ils sont sur cette planète hostile, je crois que c'est la planète Opéra, où ils se font agresser par ces bestioles, les personnages ont des pensées négatives, parce qu'on ne peut pas être tout le temps oui, vous savez, le personnage de oui, oui, cling, cling. Sinon, vous avez un grelot dans la tête, hein, si vous êtes tout le temps aussi positif, vous êtes un... Donc, ils ont des peurs, ils ont des angoisses, ils ont des souvenirs qui les terrorifient. Enfin, voilà, ils sont pas monolithiques, mais ils sont respectueux. Je sais pas comment vous décrire ce truc-là, mais c'est vachement bien fait.
Et si vous avez peur pour l'aspect scientifique, Becky Chambers a une langue très facile à lire, pardon. Et alors il y a beaucoup de science, mais c'est de la vulgarisation pure. Il n'y a pas de, elle jargonne pas. Ou si elle jargonne, elle explique. Donc du coup, c'est franchement agréable à lire et assez facile. Pour terminer, je vais vous lire une phrase. Vous allez voir, ça résume assez bien le roman. Je suis une observatrice, pas une conquérante. Je n'ai aucune envie de forcer une planète à s'adapter à moi. Je préfère marcher d'un pas léger, m'adapter à elle. Merci. Donc ouais, bravo Becky Chambers et ouais, super lecture. Et on va terminer avec Le Grand Soir de Gwenaëlle Bulto. Donc comme je vous disais, tac. Le Grand Soir de Gwenaëlle Bulto. Moi, j'avais lu La République des Faibles, qui est juste là, qui était son premier roman. Je vous en avais beaucoup parlé parce que ça avait été un coup de cœur. Mais vraiment, ça avait été une très bonne lecture. Ça se passait... alors vous pouvez le voir dans mes vidéos précédentes, hein, si vous le cherchez. Ça se passait dans fin 19e, au moment de l'affaire Dreyfus, avec Clémenceau, Zola, etc., le J'accuse. Voilà. Et c'était pour moi super. C'était un polar historique qui se passait à Lyon. C'était hyper intéressant. Donc là, on est aussi sur un polar historique moins polar, nettement moins polar. Et on est au début du 20e, on est en 1905-1906, au moment de la mort de Louise Michel. Et on va suivre une jeune fille de bonne famille qui a envie de se battre pour les femmes, etc., pour le droit de vote, etc., pour le droit à l'avortement, toutes ces choses qui nous sont précieuses. Et elle disparaît. C'est le début du premier chapitre, ou même du prologue, je crois. Et genre, à la fin du chapitre, on vous dit, voilà, c'était son dernier jour. Point. Ouais. Et voilà, on retrouve un an plus tard sa cousine, qui est montée à Paris pour essayer de découvrir ce qui a bien pu se passer, ce qui a bien pu arriver à sa cousine. En parallèle, vous avez d'autres histoires qui se passent dans plusieurs coins de France parce que la révolte gronde, parce que les ouvriers et surtout les ouvrières sont fatigués, elles en ont marre. Elles en ont marre des enjeux de pouvoir, elles en ont marre des patrons, elles en ont marre d'être les victimes pour pouvoir travailler, de devoir supporter d'être violées, d'être violentées, d'être mal payées, de faire des heures de dingue. C'est plus acceptable. Elles ne veulent plus avorter dans des conditions exécrables, elles veulent pouvoir voter et surtout elles peuvent pouvoir maîtriser leur destin. Et en ça, Gwenaëlle Bulto tape fort parce que ces héroïnes, elles sont fortes, elles sont costauds. Il a choisi 2 héroïnes qui existaient. Alors personnellement, je les connaissais pas, mais je suis pas hyper calée en histoire. Je vais vous donner leur nom. C'était la citoyenne Sorgue et le docteur Pelletier. Voilà. Et il se sert de ces 2 femmes aussi, il les intègre à son récit, et ça rend tout ce truc, ça permet un lien qui fonctionne, et ça fait vraiment un très bon roman. Alors d'abord, le titre Le Grand Soir, qu'est-ce que c'est que Le Grand Soir? C'est une foule venue de toute la France qui viendrait à Paris, tous ensemble, manifester au 1er mai pour exprimer son mécontentement et dire son ras-le-bol, j'en peux plus, je suis à bout. Alors le roman s'ouvre sur l'enterrement de Louise Michel et vous avez des grands passages historiques, c'est hyper intéressant. Moi j'ai vraiment apprécié de découvrir tout cet univers historique. Et puis c'est un roman aussi très social, comme le précédent, avec un focus sur des ouvriers très pauvres, sur des façons de vivre qui n'en sont pas. Il y a un personnage qui est extrêmement touchant d'alcoolique, une femme alcoolique prostituée. Ouais, enfin, vous avez des passages qui sont pas faciles à lire parfois. Oui, alors bien sûr, il y a de la violence réelle, mais aussi, c'est difficile à lire parce que c'est lourd à porter. Tous ces destins qui sont bafoués, qui ne sont pas des vies. Et on voit des gens vivre des vies qui n'en sont pas, et essayer de se battre et ne pas s'en sortir, et qui subvivent, pardon, comment on dit, je trouve plus mes mots. Qui subissent leur vie plus qu'ils ne la vivent. Et ça, c'est extrêmement touchant. La France de 1906, elle ne fait pas envie, elle ne fait pas rêver. À part pour les grands patrons, dans l'ensemble, c'est quand même un pays, la France à cette époque, qui est dans la misère la plus totale. Suivre ces personnages, c'est très intéressant. Moi, j'ai adoré La Plume de Gwenaëlle Bulto. J'ai préféré le premier. Très clairement, j'ai préféré La République des Faibles. Mais j'ai beaucoup aimé celui-ci. J'ai aimé suivre ces femmes. J'ai aimé partager avec lui ces moments d'histoire.
Et il est vrai que la fin est très noire. Bon, c'est un roman noir, hein, c'est un roman très noir. On est avant la Première Guerre mondiale, on est vraiment au, au fond du fond. Il y a aussi toute une partie qui est consacrée au machisme de la police. Alors, le machisme ambiant de tous les hommes, il est omniprésent. Là encore, big up à Gwenaëlle Boultôme d'avoir réussi à décrire tout ça. C'est très important et c'est très bien fait. On a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, que tout est tellement noir. La seule qui n'est pas noire, c'est la douce Lucie. Elle s'appelle Lucie, comme Luce, comme la lumière. Mais c'est la seule qui nous apporte un peu de bonheur, parce qu'alors les autres... même ceux qui ont de l'argent, enfin, il y a personne. On n'a personne à qui se raccrocher. C'est très, très dur. Mais c'est un roman à lire parce que Gwenaëlle Boultôme, il a plein de choses à dire. Il nous a embarqués avec ses destins de femmes. Il écrit très bien. Voilà, donc je vous invite à lire Gwenaëlle Boultôme. Vous lisez La République des Faibles, lisez Le Grand Soir. Franchement, ce sont des très bons romans. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi si vous avez lu ces romans, ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!